Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. Rentrer chez soi, prendre son lot de cartes de visite, envoyer un mail pour dire « Kelly, on s'est rencontrés, rappelle-toi au stand 48. » Suite à cette rencontre, voici le dossier de présentation. C'est long. C'est la promesse de pouvoir accélérer tout ça. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la génération de demain. Moi, je suis persuadée que dans les 2 ans, tu peux viser le million de CA. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. S'il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que la banque qui te connaît n'est pas forcément et bien souvent pas celle qui va te financer. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Jordan. Bonjour Kelly. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Dis-moi Jordan, tu as créé Skyple, si je ne me trompe pas, avec 100 € au démarrage. Aujourd'hui, tu as signé avec Toyota, Thermomix. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que Skyple et c'est quoi en fait le moteur derrière tout ça? Alors Skyple, c'est vraiment la carte nouvelle génération. On connaît aujourd'hui les cartes de visite papier. Le papier est la 3e industrie la plus polluante au monde. Et j'ai voulu trouver une autre alternative, de pouvoir avoir un système écologique, économique, et qui permet sur notre structure de pouvoir mieux réseauter. Parce que le contact de demain, c'est ce qui permet de pouvoir convertir le client. Donc, une carte digitale, mais avec une puce sans contact, qui permet de partager instantanément vraiment une base d'informations forte. Et toi, en tant qu'entrepreneur, parce que là, tu me parles du projet, mais quand je te parle de quel est le moteur derrière tout ça? J'imagine que c'est toi. Mais est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as un co-founder avec toi? Comment, en fait, tu en es arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, ça a débuté vraiment en 2010. Alors, j'avais peut-être 15 ans. Ça a commencé avec le conseil départemental de la jeunesse. Donc, j'étais d'un milieu plutôt associatif, institutionnel, où on était un groupe de jeunes. Et je pense que c'est parti de là. J'ai eu comme une petite flamme qui me dit, mais c'est dynamisant de pouvoir, en dehors des cours, à cet âge-là, de pouvoir œuvrer, se coucher tard, aller en réunion, se donner et voir les retours qu'on reçoit. Ça m'a donné envie, en fait, de pouvoir continuer de ce sens. Et l'entrepreneuriat est naturellement né de ça, Donc, tu t'es retrouvé piqué par le monde de l'entrepreneuriat. C'est ça, parfaitement. Donc là, pour bien faire comprendre à nos auditeurs, Skype, c'est quel type de solution? C'est une solution NFC? Alors, c'est une solution NFC, donc c'est avant tout un SaaS. C'est vrai que je parle beaucoup de cartes de visite connectées. C'est avant tout un SaaS professionnel qui permet, aujourd'hui, on a la promesse pour les professionnels, indépendants, TPME, PME, grands comptes, d'avoir une solution connectée pour remplacer la carte de visite, mais aussi pour prospecter, pour mieux communiquer, pour mieux marketer. Donc, en gros, pour performer dans son entreprise. C'est un outil de travail avant tout. Donc, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus puissant dans ton produit? C'est la carte NFC ou tout ce qui va autour? On veut dire que c'est un produit hybride. On a besoin des deux. La carte NFC va servir de faire cette première bonne impression, cet effet wow, l'impression de garder ce geste, de remettre une carte de visite, sauf qu'on va la garder. C'est une carte qui va durer dans le temps et qu'on va pas remettre à son client, mais c'est une carte qu'on va juste tapoter sur l'écran. Et en une fraction de seconde, on va pouvoir y laisser une empreinte de communication, vraiment son image de marque, ses applications de communication, d'information. Et à travers tout ça, c'est relié à un compte utilisateur où là, le chef d'entreprise peut avoir les taux de clics, les taux d'ouverture, la prospection qui a été générée. Donc, il a vraiment l'information en back. Et la carte est l'extension en fait de cette action qui permet de récolter l'information et de la transmettre aussi. Ok. Qu'est-ce que disent les gens en fait après avoir utilisé ta carte? Alors ils sont agréablement surpris parce que c'est vrai que du marché anti-Guyane en tout cas on a été les premiers. On a eu la primeur de pouvoir installer ce service, mais aussi la difficulté parce que quand on est premier sur un marché, on se veut de devoir éduquer le marché. Évangéliser un marché, c'est toujours compliqué. Évangéliser le marché, c'était compliqué. Du jour au lendemain, de dire aux chefs d'entreprise, croyez-moi, aujourd'hui, remplacez vos cartes papier et gardez celle-ci qui va vous durer à vie. Déjà, où savoir passer la carte sur le téléphone. Donc, il y avait vraiment eu une éducation à faire. Elle n'était pas simple au départ, mais de fil en aiguille, je dis que c'est un produit qui agit comme une petite pandémie positive.
Parce qu'un bon utilisateur va lui-même convertir en d'autres. Le bon utilisateur qui a sa carte, qui va faire des networking, rencontrer ses clients régulièrement en semaine, les soirées networking, etc., durant le mois, et va transmettre en fait cet usage qui aura toujours cet effet wow auprès du prospect et encore se dire mais c'est quoi, je ne connais pas, ça m'intéresse. Donc ça s'est développé plutôt comme ça. Plus le peu de marketing qu'on a pu mettre en place parce que sans budget c'était compliqué, mais on l'a évangélisé comme ça depuis le départ. Alors, tu as évangélisé, mais quand on évangélise, parfois on a de la copie. Est-ce que tu as un concurrent qui a déjà copié ton service et qu'est-ce que ça t'a fait et comment tu as réagi par rapport à ça? Alors, il n'y a pas eu de concurrence tout de suite. Bien sûr, au départ, l'objectif de Skyple, c'était vraiment d'être pionnier sur le marché. Donc, on a verrouillé en quelque sorte en ayant un effet de peur indirectement, en communiquant beaucoup, énormément dès le départ, de façon à pouvoir freiner un petit peu les entrées potentielles. On les a ralentis parce que j'ai pu rencontrer pas mal de personnes par la suite qui m'ont dit j'y ai pensé ou il y aurait pu avoir ça, mais j'ai senti que c'était déjà vraiment en place. Donc c'était vraiment une volonté de savoir que on devait avoir du temps, gagner du temps pour arriver à une évolution, potentielle levée de fonds, mais en tout cas de quoi avoir le budget nécessaire pour vraiment bien attaquer le marché. On peut jamais le clôturer, mais bien attaquer le marché. Donc, on a pris le temps de bien communiquer dès le départ. Aujourd'hui, il y a un concurrent qui a quelques mois, qui est sur la Guadeloupe, mais on a eu quand même le temps de pouvoir communiquer et se faire connaître. Du coup, si moi, je te réponds que ton produit est trop facile par rapport au MOAT, c'est-à-dire la barrière à l'entrée à copier, qu'est-ce que tu me réponds là ? Alors non, pas trop facile, parce qu'en fait, ça dépend comment on le voit. C'est vrai qu'il a une difficulté à bien l'expliquer dans le sens où, c'est vrai que même dans le marketing, quand on parle de carte de visite connectée, si on se réduit au fait que c'est une carte de visite, on peut tout simplement se dire qu'on peut prendre son QR code digital et le remplacer. Bien sûr. Or, on a un vrai service en fait professionnel derrière qui permet aux structures d'avoir des analyses, des datas sur l'ensemble de leurs collaborateurs. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui est important pour une entreprise, c'est de pouvoir mesurer de la data. La data, c'est l'or. C'est une simple information qu'on a difficulté à avoir, qu'on paye cher à avoir. Aujourd'hui, quand on laisse nos cartes de visite papier quelque part ou qu'on en distribue à tout va, ou que nos collaborateurs ont des lots de 500 cartes de visite papier, les changements de poste, les turnovers, l'impact écologique. Moi, j'ai pas de carte de visite. Ça fait 17 ans que je suis chef d'entreprise. Merci. J'en ai pas. Je n'aime pas ça. Il faut mettre ça à jour. L'adresse mail qui fuite, la carte qui fuite, le numéro qui fuite. C'est une catastrophe. Et je trouve que c'est trop figé dans le temps. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'idée est brillante. C'est vrai qu'on a cette... Comment dire ? On a cet automatisme, les gens, ils te parlent et avant même de te parler, ils te demandent ta carte de visite dans les salons. Exactement. Je trouve ça insupportable. Et souvent, quand je dis j'ai pas de carte de visite, ils ont tendance à se dire bon, bah, la fille, elle a pas de statut. Genre, pas de carte de visite, pas de statut. Et quand je dis, en fait, non, c'est moi le patron et je vais vous donner plutôt le numéro de ma collègue, tu vois, parce qu'en fait, la carte de visite papier, pour moi, c'est un peu un ancien temps. Donc, je trouve que l'idée en soi, elle est agile. Et on a besoin d'agilité aujourd'hui sur le marché. Et c'est ça aussi, c'est comment, lors d'un salon de 500, 1000, 10 000 personnes, être sûr de se rappeler de tous les contacts qu'on a pu effectuer sur ces 3-4 jours et être efficace derrière. Et le temps qu'on prend aussi à rentrer chez soi, prendre son lot de cartes de visite, envoyer un mail pour dire « Kelly, on s'est rencontrés, rappelle-toi au stand 48 ». Suite à cette rencontre, voici le dossier de présentation. C'est long. C'est la promesse de pouvoir accélérer tout ça. On peut personnaliser la carte au point où on pourrait y mettre des dossiers de présentation en PDF, au point où on pourrait y laisser également des liens de paiement, des liens de Calendly, prise de rendez-vous automatique. On a plus de 100 applications et on peut avoir aussi une collecte de contacts CRM qui, à la fin de mon salon, pourrait me dire « Jordan, en une journée, tu as récolté 142 contacts, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, la raison de la rencontre. Est-ce que c'est pour des cartes ? Est-ce que c'est pour une formation ? Voilà. En fait, il y a des indicateurs clés
Et pour un chef d'entreprise aujourd'hui, de pouvoir assurer que 100% des contacts que ses collaborateurs opèrent en salon ou tous les jours sont remontés dans sa base de données, c'est cadeau. Parce qu'aujourd'hui, il en perd 97% avec du papier. Et nous, on lui en offre 99, tout en étant moins cher. Et du coup, justement, c'est intéressant que tu me parles des salons. Quel est le canal, en fait, où tu fais le plus d'acquisition de clients? Les salons, les démos, Instagram En termes de conversion, Ouais, salon. les salons. Très Parce clairement. que le client voit en direct l'usage et il se dit que bon, c'est différenciant. Et non seulement il voit en direct l'usage, c'est aussi il est dans un sentiment d'urgence. Il est dans un salon, il voit un stand où il y a un outil qui permet de pouvoir récolter tous les contacts de ce salon. Il sait qu'il y a beaucoup de personnes, il n'est pas équipé ou mal équipé et qu'il va prendre du temps à pouvoir bien lister. Ben là, il y a déjà le sentiment d'urgence de se dire, voilà, il y a un outil pratique pour moi maintenant qui me permettrait de être efficace. Être efficace, c'est quoi? Ben, mieux communiquer sur mon entreprise. Mieux communiquer, c'est quoi? Gagner de l'argent. Donc, le taux de conversion est assez élevé. Il y a des salons où j'ai pu faire des taux de conversion de 20, 30, 40% d'un salon, juste par présence, pour pouvoir apporter une solution directement à ces personnes. Si je comprends bien, donc tu as la puce NFC. C'est ça. Derrière, donc en fait, tu as des outils de pilotage pour toutes les cartes en fait que tu génères. C'est ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu offres via ton SaaS la possibilité à la personne ou au chef d'entreprise qui a par exemple toute une flotte d'agents de piloter les cartes à distance et de faire remonter les informations et la data. Parfaitement. Concrètement, Skyple, c'est pas juste une carte NFC. Non, en réalité, c'est un outil qui va couvrir tous les pôles d'entreprise, presque, pour donner au marketing de la data, donner aux commerciaux les fichiers contacts CRM. Via ton outil de pilotage. Via l'outil de pilotage. D'accord. Donc, en fait, quand tu fais ton offre et tu dis, par exemple, pour 59 €, vous avez ça, mais et ensuite, il y a un abonnement derrière? Alors oui, il y a un abonnement. On a le coût fixe du produit qui est une promesse sur le temps. Voilà, plus de 25 ans pourtant. Et on a aussi l'abonnement à faible coût, à 4,99 € par mois, par carte. Par carte. Par carte. Donc, si j'ai bien compris, tu as le coût d'entrée, ok, oui. Pas de souci. Et ensuite, tu as un abonnement à 4,90 € par mois. Donc, on est en train de se dire que là, si tu signes des flottes comme Thermomix ou autres et qu'ils ont 50 salariés, ils vont payer 4,90 € par mois par salarié. C'est ça. Pas mal. Donc, ça permet à l'entreprise, en finalité, parce que même au niveau coût, on peut penser qu'un service avec abonnement qui est technologique et qui apporte autant de solutions est cher. Et je pense que c'est là aussi le temps d'adaptation pour un prospect de comprendre qu'une solution comme celle-ci qui pourrait remplacer sa carte papier obsolète, comment il pourrait avoir autant de services tout en étant 70% moins cher. Et c'est ça, en fait, en réalité, on apporte une solution, mais... Donc, si je te dis que Skyple, c'est pas une boîte qui vend des cartes, mais que c'est plutôt un SaaS déguisé, tu me valides? Je valide. Je valide. Et donc, du coup, ta vision entrepreneuriale sur les 12 prochains mois, c'est quoi? Très prochainement, les 12 prochains mois, pour moi, c'est vraiment la conquête de marché. Alors, bien sûr, toujours sécuriser son territoire. La Martinique, ça fait un moment qu'on y travaille, mais on est nul n'est prophète dans son pays, donc il faut toujours surveiller ses bases, sa baseline. Ça fait pas longtemps qu'on a mis en place vraiment la distribution physique forte avec des enseignes comme Cultura, Darty, Mobile Plus ou d'autres enseignes. Et ça permettrait en fait de permettre aux clients de retrouver le produit physiquement. Déjà, on avait un problème de référencement site, mais là, on le règle en partie avec cette solution. Mm-hmm. Maintenant, on attaque bien sûr Guadeloupe, Guyane, chose qu'on a toujours fait, mais pas assez. On est déjà aux États-Unis depuis quelques mois. Et en ce moment, on est en train d'attaquer le marché de Tahiti, parce qu'on a une personne ressource clé qui est déjà sur le territoire et qui serait le représentant officiel. C'est un produit qui peut facilement se passer les frontières. Il est déjà en 3 langues. La planète entière, dans le business, connaît une carte de visite. Et le fait qu'on n'ait pas forcément de frontières, qu'on n'ait pas de barrière de langue, et que ce soit un SaaS, je ne veux pas non plus me restreindre à un marché, mais je veux aussi maîtriser ce que je fais. Bien sûr. Soit aller trop loin, trop vite, on perd en tout cas en qualité de frappe. Mais voilà, dans les 12 prochains mois, c'est très clairement attaquer le marché de Tahiti sur les 2-3 prochains mois sur une prospection forte, une position forte pour en tout cas avoir des premiers grands retours. Stabiliser et avoir une croissance sur les Antilles-Guyane, pénétrer davantage le marché des États-Unis par rapport à son potentiel marché énorme,
tout en, bien sûr, en ayant la France, l'Europe qui fonctionne bien. Et pour faire tout ça, tu décides de continuer à rester en autofinancement ou tu es dans une recherche de levée? On est en recherche de levée. C'est vrai que dans l'histoire de Skyple, c'était compliqué au départ parce que j'ai eu une désillusion, on va dire. Faut savoir, on le sait, aux Antilles-Guyane, c'est pas plus compliqué d'entreprendre, mais c'est un autre contexte. Bien sûr. Je vais pas parler de complications. Mais il est vrai qu'au moment où je lançais Skyple et ce que je visualisais de ce produit, ce marché, je me suis dit, bon, écoute, tu as de l'économie, si tu déposes tant à la banque, tu es censé demander juste au moins 2 à 3 fois pour un démarrage, et c'est bon. Mais pas d'effet de levier, non. Il n'y a pas eu, en fait, ce côté-là, parce que mon produit, à ce moment-là, venait d'arriver au marché français, et il n'y avait aucune connaissance du produit, donc du coup, on a comparé mon produit à tout sauf ce qu'il est réellement. Donc, il y a eu un petit peu la douche froide. La douche froide, les rideaux baissés des banques, en fait. Et tu es venu chercher des financements ici sur les territoires ou tu es parti en Hexagone les demander? Alors, je ne suis pas parti forcément en Hexagone les chercher, c'est vrai. C'est ce que j'entends, en fait, souvent. Moi, j'aime bien dire... Je ne prends pas le nom pour acquis. Et donc, du coup, je suis souvent... il faut bien se dire que aujourd'hui, le système bancaire, le monde de l'investissement dans nos territoires, c'est pas quelque chose pour lequel on est encore habitué. On a des us et coutumes qui sont huilés, tu vois. Déjà, en Hexagone, quand tu es sur Paris, tu as plus de chances de faire une levée que quand tu habites à Pau ou à Agen. Donc, en fait, ça me surprend toujours de voir que les entrepreneurs ultramarins ne se disent pas « Attends, je vais prendre l'avion, je vais prendre mon pitch deck sous le bras et je vais aller dans une plus grande ville, type métropole, surtout quand on est dans la tech, en fait. Je comprends pas pourquoi tu prends pas ton avion. Surtout qu'on est dans la tech. Et tu dis, bah voilà, moi... Et en fait, je te dis même pas de dire que tu as créé quelque chose, parce que, bon, un SaaS, c'est un SaaS, et derrière, une carte NFC, c'est une carte NFC. Soyons honnêtes entre nous deux, voilà, le NFC, ça existe depuis longtemps, c'est une technologie qui a eu un boom, qui s'est stoppé et qui est en train de se relancer. Exactement. Parce que, justement, derrière, tu peux y joindre un logiciel, tu peux y joindre des API, etc., etc. Donc, ça permet en fait de... Parce que, excuse-moi, mais il n'y avait rien d'excitant. Moi, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile en tant que technicienne de téléphonie mobile et des nouvelles technologies chez les 3 gros opérateurs. Je travaillais chez Free, je travaillais chez SFR et je travaillais chez Orange. J'ai refusé Bouygues et j'ai refusé France Télécom parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et donc, du coup, ce genre de technologie-là, au début, en fait, c'était hyper inspirant, mais en fait, ça a eu du mal à capter l'attention, notamment des particuliers, parce qu'au début, c'était pensé par des particuliers. Aujourd'hui, quand tu prends ta carte NFC et que tu la mets sur un téléphone de dernière technologie, il la reconnaît. Donc, ça veut dire que si quelqu'un comme Apple ou Samsung l'intègre nativement dans son téléphone, c'est qu'il compte en faire quelque chose. Donc là, on est sûr que c'est une technologie qui va avancer, qui va être développée. Si elle n'est pas développée aujourd'hui, elle sera développée d'ici quelques années parce qu'elle est native au nouveau téléphone. Par contre, le fait que, en tant qu'entrepreneur, tu te dises, je ne vais pas aller chercher des fonds, entre guillemets, à la grande ville, c'est surprenant, en fait. Parce que, et c'est là où je raccroche les wagons, on n'invente pas quelque chose. Mais par contre, ce qui est très intéressant pour un investisseur ou très intéressant par une banque, c'est de dire, moi, j'ai un produit, mais j'ai un territoire où le produit n'est pas encore installé. Ça fonctionne ici, donc en fait, je vais simplement dupliquer là-bas et je vais évangéliser le marché là-bas. On parle la même langue, on a tous les mêmes téléphones, donc donnez-moi de l'argent. Et tu as parfaitement raison. Ici, qu'un banquier qui a du mal encore avec la technologie, etc., qui se dise « Attends, c'est trop moderne, ça, etc. J'en ai jamais entendu parler », et te disent non, c'est normal, parce qu'en fait, c'est pas dans son prisme. C'est ça, le marché est différent, il est plus petit, on est aussi dans une fracture du digital, donc forcément... La fracture du digital, c'est ça qui fait... Quand on arrive dans un projet tech... On te comprend pas. Donc, il faut aller parler à des gens qui te comprennent. Mon banquier, c'est pas forcément quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, en fait, en allant chercher des gens qui te ressemblent ou qui peuvent te comprendre, ils peuvent t'ouvrir les bonnes portes en disant, OK, bah, il y a tel fonds ou OK, on peut aller chercher tel financement là ou là. C'est pas parce que tu as un nom ici que ce sera pas un oui en hexagone. C'est très important et tu as bien fait de le relever parce que c'est vrai que c'est une croyance qui est limitante. On se dit, bon, on est sur un territoire, la banque nous connaît, de par alors, peut-être... s'il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que la banque qui te connaît n'est pas forcément et bien souvent pas celle qui va te financer.
Parce qu'on te connaît, on connaît ton compte en banque aussi, on sait ce que tu fais de ton argent. Et donc, du coup, soit tu as vraiment une affection, mais en fait, le nouveau système bancaire, il est fait qu'on fait tourner en agence tous les 3 ans pour pas créer de lien avec les directeurs d'agence ou justement les chargés de clientèle qui disent oui à tout parce qu'ils te connaissent. Donc, en fait, c'est même l'inverse. Et je vais te donner un exemple. Moi, j'ai mis sur la table 1 million d'euros pour pouvoir acheter, en fait, d'apport pour pouvoir acheter les bureaux de Secret de Loli. Ok. Instinctivement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma banque native. Ma banque native m'a dit non. J'ai dit, vous rigolez ou quoi? J'ai dit, on a tous nos comptes chez vous et vous me dites non. Malgré l'ancienneté. Malgré tout, nous, en ce moment, on prête pas pour des locaux professionnels. J'ai dit, mais pourtant, je vous rappelle que vous faites tous nos encaissements. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si, oui, mais en ce moment, la politique veut que les taux sont trop hauts, donc on prête plus pour les taux professionnels. Et donc, c'est une autre banque extérieure à ma banque depuis 15 ans, 10 ans, entre guillemets, qui gère mes flux, qui m'a prêté l'argent pour acheter les locaux de Secret de Loli. Donc, si à mon échelle, entre guillemets, à ça, dis-toi bien que c'est pas le conseiller local ici qui va te prêter de l'argent, en fait. Bien au contraire. Il faut prospecter et il faut se déplacer. Il y a aussi, et pareil, cette fracture, entre guillemets, j'allais dire d'argent, cette fracture financière, elle se retrouve déjà en hexagone entre la capitale et, entre guillemets, les territoires, les territoires locaux. Donc, en fait, donc ce serait pareil et pire si on parle d'outre-mer. Exactement. Donc en fait, il faut vraiment se casser à l'idée de voir son banquier, parce que souvent c'est le premier qui dit non, d'accord. Moi je me rappelle, j'avais voulu emprunter, on m'a dit on vous prête pas pour le stock, mais on veut bien vous prêter pour une voiture. Je fais. C'était même pas un besoin. Et c'était même pas un besoin et j'avais même pas le permis. Donc, c'est pour te dire. Donc, voilà. Donc, il faut bien se dire qu'en fait, aller voir sa banque, en fait, de proximité, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut aller chercher une banque qui a plutôt un profil où elle investit sur les jeunes. Une banque qui se dit, justement, parce qu'elle ne te connaît pas, en fait, elle sera plus ouverte d'esprit à écouter ton produit et la technologie, ce que tu apportes, plutôt que ta banque de proximité. Tu te vois où en 2027? Est-ce que tu te vois en mode CEO d'une boîte de NFC ou bien évangéliste de la tech ultramarine? Alors, je vais dire un petit mix des deux hybrides. Alors, choisir un petit peu dans la vie. Allez, bon, je pense que le côté évangélisateur d'une solution tech depuis l'ultramarin, enfin depuis un département ultramarin, parce qu'on le voit, on n'a pas énormément de projets tech qui fleurissent aux Antilles-Guyane. En tout cas, on en a beaucoup sous format start-up, mais en tout cas, en termes de licorne, on commence à en avoir et c'est génial. Et il faut encore montrer que, en cette période, dans ce contexte économique et transition, qu'on peut, depuis les Antilles-Guyane, aussi être des licornes, aussi pouvoir, en tout cas, voir plus haut, toucher plus loin. Et si, en tout cas, on devrait garder notre position, en tout cas, de siège social, tout en ayant un effet pieuvre, attaquer les marchés environnants et avoir toujours cette envie, cette ambition d'aller plus loin, j'en serais fier, on en serait fier parce que ça partirait quand même de la petite commune du Vaucluse en Martinique. Et ce serait génial. Et ça pourrait aussi apporter une autre vision sur les entreprises ultramarines, sur la portée même en dehors des frontières des Antilles-Guyane. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un peu de naïveté. Parce que tu as parlé du mot licorne, d'accord? Et les plus gros fonds d'investissement, ils sont basés en hexagone. Donc, au bout d'un moment, ton fonds d'investissement va te dire, si tu vas aller attaquer le marché de l'international, il faut monter. C'est pas parce que j'ai pas envie d'avoir cette douce utopie, mais c'est pas dans le Vauclin que tu vas à la banque du coin qui va te valoriser. Voilà. Tous les fonds d'investissement, en tout cas déjà nationaux ou internationaux, ou un bureau à Paris ou à Londres ou autre. Après, tu peux choisir, t'es pas obligé de choisir l'Hexagone. Tu peux très bien décider d'aller faire une opération aux États-Unis. Voilà. D'ailleurs, il y a plein de boîtes françaises qui levaient, entre guillemets, des petits fonds. Et en fait, c'est quand tu passes sur un fonds plus international qui a éventuellement un bureau à Paris. Mais en fait, tu lèves plus d'argent en partant à l'étranger. Ça, déjà, ne serait-ce que pour nous, entreprises françaises, les budgets sont pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas peiner à lever 100 millions en France, parfois c'est le ticket d'entrée de certains fonds américains. Tu vois ce que je veux dire? Certains, c'est déjà en milliards. Et comme tu dis, tu as raison. Oublie le Vauclin.
Dans tous les cas, c'est ça. Désolée. Dans tous les cas, c'est sûr que oui, on pourra pas regarder. Non, mais dans ton histoire de ton storytelling, mais ça dans ne le change storytelling, rien. voilà ça ce ne que j'allais change dire. rien Dans tous les cas, d'où ça va. tu viens et d'où c'est né. Moi, c'est né dans ma Ce sera dans cuisine, l'histoire. dans le 94. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Par une fondeur afro-descendante et des Antilles, et ça ne change rien à la symbolique. Et surtout, faut pas se fermer ces portes-là. On se comprend sur ça. Ça, c'est hyper important. Et c'est hyper important que les auditeurs y comprennent. C'est pas parce que tu sors de ton territoire que tu trahis ton territoire. Voilà. Tu fais rayonner de plus loin. On est d'accord pour ça, il faut attaquer. Quelle est ta grande vision, en fait, pour Skyapple? Là, à terme, c'est partir à l'international, éventuellement licencier le produit ou vendre? Alors, pas forcément vendre. Ça dépendrait. Bien sûr, je dis pas que ça dépendra du chèque. Ça dépendra du chèque. En tout cas, dans la volonté de Skyapple, c'est vraiment de pouvoir aller le plus loin que possible. Ma vision, c'est de pouvoir rayonner sur les marchés, titiller les pointures du marché NFC, SaaS sur le développement commercial. Parce que c'est atteignable de par plusieurs aspects. Il y a toujours un gros requin ou un pionnier qui a un point faible qu'on peut vraiment prendre le temps de travailler ce point faible pour en faire une force pour nous, même si on n'a pas les mêmes moyens financiers, même si on n'a pas les mêmes équipes, parce que forcément, je vais pas dire que je vais pouvoir me mesurer à un mastodonte qu'à 75 développeurs et nous on est 3, par exemple. Mais c'est petit à petit, en ayant les bonnes actions et en touchant peut-être des territoires. C'est comme ça que Google est né, hein. Voilà, même touchant des territoires où ils sont pas encore. Et c'est pour ça que je pense beaucoup à l'extension de territoire. À ouvrir des marchés. À ouvrir des marchés où c'est totalement neutre. Un marché comme Tahiti aujourd'hui qui, dans sa position géographique, qui est tellement éloigné de tout, mais qui a tellement une vision tech et qui est dans l'évolution constante avec même un siège Google qui sera installé dans 2 ans. C'est pas pour rien. Donc, ce sont des indicateurs qu'on se dit, bon, il y a tant d'habitants, il y a tant de possibilités, il y a personne, allons-y. Dans tous les cas, c'est toujours une croissance potentielle. Et au fur et à mesure, ça va pouvoir rayonner et faire un effet de pieuvre jusqu'à arriver au step qu'on cherche à avoir. Je suis d'accord avec toi. Skyapple, en fait, je pense que c'est une solution que tu trouves et que tu développes, qui est utile aux professionnels. Donc, tu as su suivre ton intuition, bien identifier un marché, bien identifier des clients et l'outil qui va avec. Je trouve que c'est très intelligent d'y greffer, en fait, des API et tout ce qui va avec, parce que clairement, c'est ce que ont besoin les professionnels aujourd'hui. Après, il faut être clair. Ce qu'il faut vendre, c'est la plateforme qui est derrière. C'est ça. Et ce qui va intéresser les fonds d'investissement, c'est la plateforme qui est derrière. Donc, c'est là où tu dois te structurer de façon assez costaud pour pouvoir en fait se dire, OK, la première étape, c'est ça. Qu'est-ce qui va intéresser un fonds maintenant? C'est quoi les cases à cocher pour pouvoir aller chercher des fonds et pour pouvoir aller vers le bon fonds qui est utile à mon outil? Quels sont les fonds SaaS? Est-ce que toi, tu t'es déjà renseigné sur, en ce moment, quels sont les fonds qui investissent dans ces SaaS? Je t'avoue que non. En tout cas, si on parle de grands fonds d'investissement, non. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le fait d'être un SaaS B2B va attirer parce que en ce moment, c'est un petit peu ce que cherchent les fonds d'investissement. Après, ce que je pense, c'est que tu dois segmenter ton offre pour pouvoir en fait avoir une pluridiscipline. Enfin, aujourd'hui, c'est un petit peu flou lorsque tu me réponds les entrepreneurs. C'est ça. C'est trop flou. Tu dois avoir des offres et en fait installer une verticalité de ton offre. C'est pour ça que je t'ai parlé de RH tout à l'heure. J'ai juste glissé le mot. Je me dis oui, les RH, tu vois. Mais il faut que tu apportes des solutions dans ton SaaS supplémentaire. On sait très bien que tu ne vends pas juste une carte. Il faut que tu développes des API et des solutions où tu vas pouvoir les vendre. Et en fait, ça va tellement enrichir ton offre que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir lever beaucoup plus facilement des fonds et de l'argent. Parce que tu vas répondre à des solutions et à des problématiques. Donc moi, j'avais pensé, par exemple, effectivement, au RH, au milieu des RH, où tu te dis, OK, bah, tu as un nouveau salarié. Hop, clink. Et là, il y a tous les outils avec les codes, avec, tu vois, étape 1, étape 2, étape 3 pour aider à l'onboarding au niveau des RH, tu vois. Donc, par exemple, quelqu'un qui a 500 salariés, qui a des commerciaux, qui a des vendeuses, qui a de la RH ou autre, en fonction, en fait, du profil de la carte, hop, la personne, elle arrive, elle clique, bienvenue chez nous. Et elle reçoit toutes les informations, qui est son N+1, la comptabilité, etc., etc. Elle remplit, boum, ça remonte. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement tu as raison et que je le sais et qu'on communique dessus, mais pas de la bonne façon.
Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a les œillets, c'est quand Quand on a la tête dans le projet, c'est dur de prendre de la hauteur. On le Mais sait. c'est à ça que je sers ici. On le sait et on pense... Je pense souvent à l'aspect commercial. C'est exactement ce qui ressort. Tu penses à l'aspect commercial, mais en fait... Et tu m'as parlé pourtant du traitement tu sais, des salariés, etc. Mais j'étais là, je me suis dit, mais il ne voit pas l'outil RH Je le sais, pourtant, je le dis. Alors, je le dis quand je fais mes visios, mes rencontres. Il faut que tu développes autour. Je développe sur les RH, mais j'en fais pas... J'en fais une force primeur. Mais c'est vrai que même dans le côté marketing communication du produit, j'en fais pas une force réelle. Et c'est là qu'il faut que je puisse... J'avais pensé à Skype Conférence. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui donnent des conférences en interne, des conférences en externe. Il y a beaucoup d'événementiels qui se fait en ce moment, masterclass, etc., etc. Donc, en fait, tout l'intérêt étant de vendre le produit en disant, voilà, toutes les personnes qui sont dans la pièce, vous repartez avec la data. Ils repartent avec, effectivement, l'outil, les présentations, etc., etc. Tu vas dans ta masterclass... Tu vois ce que je veux dire? Tu payes un pack 1 200 €, tu fais ta journée de conférence, etc. Et grâce au NFC, tu récupères les données, toi, en tant qu'organisateur, de toutes les personnes qui étaient présentes. La data, elle remonte. Mais toi aussi, tu peux faire en sorte qu'en sortant de ta masterclass, ils ont leur petit kit grâce, en sortant, juste au contact et à l'échange de NFC. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est très bien. En fait, c'est tout bête parce que ça se rapproche beaucoup du salon. Ah oui. Mais différemment. Et dans l'événementiel. Et tu peux vendre ça à des gros exposants. Tu vois, à Paris, par exemple, on a toute la porte de Versailles qui fait que des salons toute l'année. C'est avec l'exposant que tu vas traiter. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec l'organisateur du salon. Équipés de cette carte et permettre de mieux fonctionner donc pour eux. Et ça rend service également à l'organisateur. Et ça fait vivre les produits également. Donc, ça fait manger tout le monde, en réalité. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je pense aussi qu'il y a cette dimension au bout d'un moment de pouvoir agrandir l'équipe et de pouvoir mieux gérer l'opérationnel et avoir aussi... Vous êtes combien actuellement? Alors, en opérationnel, terrain, je suis seul. Sur communication, marketing, vente. Mais en tout cas, en termes de tech, derrière le soutien technologique, on est 2. Ils sont 2, donc du coup, ça permet d'avoir un rayonnement. Donc, je te donne pas la troisième idée. Donne-moi la troisième idée. Moi, j'ai une passion pour l'immobilier. Et je pense... L'immobilier, ok. Je pense qu'en fait, pourquoi je te donne 3 exemples? Je te donne 3 exemples parce qu'en termes de marketing et de vente, ça te permet d'avoir 3 offres différentes que tu vas marketer différemment sur les réseaux. Donc, tu vas pouvoir... Tu me vois venir. Et en fait, chaque offre a sa propre landing page avec ses propres tarifs et ses propres clients. Donc, tu as ton programme, mais dans ton SaaS, là, tu viens d'avoir 3 cibles différentes, 3 marchés différents que tu peux utiliser. Et ça attire les fonds parce que tu sécurises. Tu dis pas, j'ai juste une seule porte d'entrée. Non, moi, je suis spécialisée sur l'INO en ce qui concerne effectivement les fiches transmises aux clients sur chaque visite, par exemple. De l'autre côté, tu as l'événementiel avec les salons. De l'autre côté, on a parlé des RH. Et en fait, c'est 3 cibles différentes qui fait que ça sécurise l'investisseur en se disant qu'il n'a pas juste un type de client et c'est pas juste des entrepreneurs. On sait très bien parce que dans tous les cas, c'est beaucoup de ads. Vu le marché concurrentiel aujourd'hui. Et là, ça te permet en fait de cibler encore mieux. Voilà. Tu vois. D'être un peu chirurgical dans la façon de pouvoir opérer, de pouvoir toucher les cibles, comme tu disais, en mots-clés et toujours même au dehors des frontières, tout en étant plus précis, encore une fois. Tu comptes le licencier ou pas, ce produit? Là, tu m'as pas répondu à cette question. Je ne sais pas encore. Je t'avoue que je ne sais pas encore. C'est vrai que pour l'instant, je reste dans une vision, parce que j'ai vraiment une vision du produit qui pourrait aller encore beaucoup plus loin. J'estime que Skype aujourd'hui est à 20% de son potentiel, parce que je veux vraiment en faire un outil qui va prôner encore la rencontre professionnelle, même de par les datas que les utilisateurs ont eux-mêmes. On pourrait faire du matching professionnel, on pourrait créer des rencontres à un moment T. Je suis dans un salon, je suis investisseur, j'aime les projets agroalimentaires. La data peut me dire, Jordan, alerte, notification, tu as des profils comme ça autour de toi. Je voudrais qu'on puisse apporter encore ce produit, donc bien sûr l'esprit encore stimulé, mais je reste terre à terre pour le moment de pouvoir déjà maîtriser ce qu'on doit maîtriser. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est une solution technique, mais pas une marque? C'est clairement une solution technique. Mais par contre, tu n'as pas décidé d'en faire une marque.
c'est vrai que je fais un marketing comme une marque, mais dans le côté développement. Parce que tu es concentré sur la tech? Sur le fond, non, je ne le développe pas comme une marque. Sur la surface. Si tu veux populariser sur quelque chose, il faut... En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre un outil et les produits qu'on nous vend aujourd'hui? C'est la marque. Donc, si tu commences à communiquer comme une marque, il faut que ce soit aussi une marque forte, avec des valeurs fortes, entre guillemets. Donc, ça peut être des valeurs de simplicité, de communication, de connexion avec les autres. Mais dans ces cas-là, il faut aussi prendre ce côté-là en termes de marketing. Je sais que tu penses beaucoup au B2B, mais en vrai de vrai, si tu veux que ce soit un outil fort et qu'on pense forcément à toi lorsqu'on pense NFC et qu'on pense à tout ce qui va derrière sur ta solution, il faut en faire une marque. Microsoft est une marque. C'est vrai. En fait, ton enjeu, c'est créer un MOAT fort. Un MOAT, c'est la barrière à l'entrée. D'accord? Ton point de différenciation. Et cette barrière à l'entrée, elle se crée en construisant une marque forte. Parce que c'est là où je suis allée te titiller au début de notre entretien, où je t'ai demandé, je t'ai posé des questions en fait par rapport à comment tu communiques, quelle est la barrière à l'entrée, est-ce que tu as des gens qui t'ont copié, pourquoi je voulais en arriver là? Parce qu'en fait, si tu crées pas une marque forte, c'est comme ça en fait que quelqu'un qui aura créé un outil similaire, peut-être de moins bonne qualité, avec un SaaS derrière de moins bonne qualité, ou pas de SaaS du tout, il va absorber en fait ce que tu dois créer. Voilà. C'est pour ça que, pour l'instant, tu me dis oui, en vrai, non. En vrai, si tu veux pouvoir avancer, il faut que tu crées des barrières à l'entrée. Et aujourd'hui, tu n'as pas les moyens technologiques de verrouiller plus que ça. Donc, il y a deux choses par lesquelles tu vas te différencier. C'est surtout le pléthore de l'outil. C'est pour ça que j'arrête pas depuis tout à l'heure sur la RH et l'événementiel, etc. De créer, en fait, des points forts, des cibles fortes pour créer une marque forte et qui fait que celui qui veut te copier, il peut pas parce que, non, le spécialiste de tous les salons en ce moment événementiels, c'est Skype, tu vois. Ou de tous les onboarding pour les RH, c'est Skype. Parce qu'ils ont des codes forts, parce qu'ils ont une communication forte sur ces 3 points-là. En fait, tu peux pas faire l'un sans faire l'autre. Toi, tu as voulu te mettre ça sur le côté, tu es resté concentré sur la technologie. Non, il faut créer la marque forte. Moi, j'avais eu des idées parce que pour créer une marque forte, il faut créer aussi de la viralité. Moi, j'avais pensé, par exemple, tu pourrais aussi travailler sur des programmes. Toi-même, tu l'as dit. Tu évangélises, mais tes clients peuvent évangéliser pour toi. Les utilisateurs peuvent évangéliser pour toi. Donc, tu peux créer des programmes ambassadeurs. Ça, on est complètement d'accord, c'est prévu. Donc, ça, c'est bien. Tu peux aussi créer des cartes limitées, en édition limitée, avec une collab, avec une marque, par exemple. Tu peux travailler avec Nike dans le sport ou localement faire des actions locales en fait pour que le client il récupère de la data et tu fais un partenariat avec lui. Mais ça crée de la communication autour de l'outil, tu vois. Par exemple, tous ceux qui scannent aujourd'hui, ils ont un produit en plus, un produit offert, etc. Le client, lui, il récupère la data client, il récupère pour son newsletter, tu vois. C'est pas pour rien que tu le dis, je pense. Figure-toi que ça fait pas plus tard que quelques semaines, on a eu l'opportunité de créer une collaboration avec un artiste, une sortie d'album, et on va créer une carte du coup unique. Pour les auditeurs puissent avoir un album. Si c'est pas une marque locale, j'allais te dire un influenceur ou quelqu'un effectivement, un créateur de contenu. Il faut aller plus loin dans les collabs en fait, parce que le but en fait, c'est de créer de la viralité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ton enjeu, c'est pas de vendre 10 cartes de plus. Ton enjeu en fait, c'est d'avoir une forte barrière à l'entrée. Et grâce en fait, avec une image de marque forte, c'est ça ta barrière. Au fur et à mesure, ta barrière à l'entrée, en fait, tu l'aides grâce à la construction de la marque. Et à partir de ce moment-là, en fait, avec l'effet de réseau, avec les ambassadeurs, les collabs, etc., moi, je suis persuadée que dans les 2 ans, tu peux viser le million de CA. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. En réalité. Jordan, merci beaucoup. C'était enrichissant. Merci énormément à toi. C'était fluide. Vraiment. Parce que je pense qu'on a réussi à vulgariser autour vraiment d'un concept technologique, de voir qu'il n'y a pas que juste le pan technologique. Il y a effectivement la structuration financière, la cible, le clientèle, le marché, le marketing. Et en fait, créer une marque forte peut pouvoir aider à faire décoller un projet et aller chercher aussi des fonds. Et sécuriser, en tout cas, son copyright. Donc, bravo déjà pour tout ce que tu as fait, parce que je rappelle que vous n'êtes que 2. C'est ça. On est 2, 3. Voilà, 2, 3. Et donc, moi, j'ai plein d'espoir, en tout cas, pour Skype. Déjà sur les territoires ultramarins. Oui. Et puis, d'aller dépasser vite les frontières. Merci énormément, en tout cas, pour le temps. Avec plaisir. C'est génial.
J'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première, ainsi que nos réseaux sociaux.